Eh bien, vendredi, aujourd'hui, c'est une émission qui va surfer sur l'éducation, sur la socialisation et aussi sur la culture, car, je l'ai dit, nous sommes vendredi, vous êtes à Matin Bonheur et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Aussi, dans cette émission, nous allons vous permettre d'aller à la découverte du bissap, de ce nectar africain qui fait beaucoup de merveilles et après ce goût exquis et magnifique, nous avons quand même ces vertus dont nous allons vous parler dans ce numéro de Matin Bonheur. Et ensuite, un invité dans cette émission, M. Il Niquez, avec qui nous allons parler d'éducation, de socialisation et surtout de culture. On fera le tour de toute cette question pour savoir quel est le lien entre l'éducation et la socialisation partant bien, à partir de nos enfants, on le dira comme ça. Dans cette émission aussi, bien sûr, vous aurez le JT matinal avec le JT croquet, le JT slamé et sans oublier vrai ou faux pour savoir ce qui est vrai ou faux sur le net. Voici les différentes constantes. Installez-vous donc. C'est à nous maintenant de vous dire comment est-ce que le temps se comporte. À tout de suite. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire est au Congo. Brazzaville, Alassane Ouattara est arrivé ce jeudi à Brazzaville. Le chef de l'État va prendre part à la cérémonie d'investiture du président élu de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Il a été réélu avec plus de 88% des voix. La directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Coralie Jevers, a réaffirmé mercredi l'engagement du groupe de la Banque mondiale à accompagner le président Alassane Ouattara dans la réalisation de sa vision 2030 qui vise à doubler le produit intérieur brut par habitant d'ici à 2030. C'est à l'issue de la rencontre avec le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Cheikh Koné. C'est par l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, filiale du groupe de la Banque mondiale, que débute la première séance de travail présidée par le Premier ministre Patrick Achi. Une première depuis sa nomination, a indiqué le chef du gouvernement. Au cours des échanges, les deux équipes ont évoqué la parfaite coopération entre l'institution de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le niveau des investissements directs étrangers à destination de la Côte d'Ivoire a été également au cœur des échanges. La seconde séance de travail s'est plus attardée sur la revue du portefeuille de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale. Achi Patrick a exprimé au vice-président de l'institution mondiale, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, le besoin d'affiner ce portefeuille. En retour, la banque se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique. Nous avons eu le plaisir d'entendre Monsieur le Premier ministre présenter la vision 2030 qu'il a pour la Côte d'Ivoire, qui représente la vision de son Excellence Monsieur le Président et du gouvernement. Nous avons confirmé l'engagement du groupe de la Banque mondiale, non seulement de la Banque, mais aussi de la SFI et de la MIGA, à participer, à contribuer à la réalisation de cette vision qui vise à doubler le PIB par habitant en Côte d'Ivoire d'ici 2030 et assurer une Côte d'Ivoire plus solidaire. Pour la revue du portefeuille de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale, le chef du gouvernement a annoncé dans les prochains jours la tenue d'un séminaire gouvernemental pour définir les programmes et projets du gouvernement dans les prochaines années. Docteur Akaoli, ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nommé le 6 avril 2021, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a pris officiellement fonction hier au cours d'une cérémonie de remise de service en raison du décès de son prédécesseur. Le nouveau président du Conseil a reçu le rapport de la remise de service ainsi que la liste des annexes du rapport des mains du secrétaire général de la présidence de la République. Cette remise a été suivie par la signature du procès verbal qui marque l'installation définitive du docteur Eugène Aka Aweli. Aucune augmentation n'est constatée sur les produits les plus consommés en cette période de Ramadan. Le ministre du Commerce s'en est rendu compte lors de la visite de plusieurs entrepôts, notamment à Treichville et à Yopougon. Walter Amadou Ouattara. Dans ces entrepôts situés en zone portuaire dans la commune de Treichville, il y a divers produits alimentaires.
Le responsable des lieux affirme avoir le stock nécessaire pour satisfaire les sollicitations en cette période de forte demande. Toutes les denrées alimentaires sont disponibles actuellement à travers notre dépôt et nos magasins. Le lait en boîte est resté toujours le même. La tomate a pris un tout petit peu d'augmentation et à côté de ça, les autres produits, pas spécialement, rien n'a bougé. C'est justement pour s'imprégner de la réalité sur le terrain que le ministre du Commerce et de l'Industrie effectue le déplacement. Après Trècheville, c'est la commune d'Atekoubé qui reçoit la délégation. Ici, on rassure également. Disposition qui est prise pour alléger la souffrance des populations et afin que l'assiette ne coûte pas cher. Le sucre roux, il a 29 000, le sucre blanc, il a 32 000 francs CFA. En termes de riz, ça dépend des marques. Les prix varient en fonction des différentes qualités. Le lait est un produit sollicité pendant le mois de Ramadan. Un des grands industriels qui approvisionne le marché ivoirien est confiant par rapport à son stock. Vous pouvez voir ici, il y a suffi pour tout le monde. Nous avons aussi une autre place, il y a plus de stock. Donc nous avons produit un peu avant, extra pour ce mois et le prochain mois. Donc nous expectons pas de problème. À la fin de cette visite, le ministre du Commerce et de l'Industrie affiche sa satisfaction. Les prix qui sont pratiqués durant cette période n'ont pas connu d'évolution par rapport aux prix pratiqués avant la période de Ramadan. À ce niveau, nous avons tous constaté que les stocks, notamment portant sur les produits de riz, de sucre, d'huile et de lait, sont disponibles au niveau de tous les entrepôts que nous avons visités et tous les opérateurs nous ont donné l'assurance qu'ils prenaient toutes les dispositions afin que tous nos marchés soient approvisionnés. Le besoin national en riz est de 1 300 000 tonnes. Ce besoin en sucre est estimé à environ 300 000 tonnes l'année. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Retrouvez un nouveau rendez-vous de l'actualité à 7h. Et ce sera avec grand plaisir, Régis Kofi. Rapidement, avant qu'il ne parte, Régis Kofi écoute beaucoup la musique. Quel genre de musique il aime? J'écoute la musique en général, oui. toutes sortes de musique, en particulier le rap et le R&B. Le rap, le R&B. OK. Alors aujourd'hui, moi, je vais emmener Régis Kofi à la découverte du coupé-décalé. Ce sera dans le sport. Oui, on passe au fitness. Coupé-décalé pour permettre bien de faire bouger tout le corps. Ça part maintenant. En compagnie de coach Astrid, et oui, on a aimé parce que tout simplement, ça fait bouger. Et puis, voilà, on est aux portes du week-end. On va, pour certains, se reposer, pour d'autres, essayer de souffler un peu et puis déstresser avec tout ce stress que nous avons pu avoir tout au long de la semaine. Pour l'instant, on continue cette émission avec l'actualité et c'est la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Comment commence le vendredi? Oh, super bien. OK. On va déjà servir les populations oui. avec ce qu'on sait faire. Avec ce qu'on sait faire, bien sûr. En même temps, il est debout depuis 1h du matin juste pour vous faire plaisir. Allez, on va commencer avec le procès des crimes de la crise post-électorale de 2010 à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La sentence est tombée hier. Oui, et Amadé Oueremi, l'unique accusé de ce procès, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. L'ex-chef de guerre doit verser en plus près de 2 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Et après le prononcé du verdict, maître Roselyne Aka-Serikba, l'avocate de l'accusé, a dénoncé un procès biaisé contenant beaucoup de zones d'ombre. Plus de précisions dans l'Inter. Et on poursuit avec le patriote qui encense le président de la République. Réconciliation nationale, cohésion sociale, Ouattara, que d'efforts pour la paix. C'est ce que balance à une le confrère qui égrène le chapelet des actions menées par le chef de l'État pour permettre aux populations ivoiriennes de vivre ensemble et profiter, selon lui, des retombées des efforts du gouvernement. Après avoir fait cet état des lieux, le patriote souligne pourquoi l'opposition doit sortir de la logique d'affrontement et s'inscrire résolument dans la voie de la paix. À noter en parlant du chef de l'État qu'il va assister ce vendredi 16 avril à Brazzaville à l'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le PDCI-ADA, la bataille de l'après-Bédier a déjà commencé.
C'est ce que Barassa l'expression, selon le confrère, la bataille pour la succession du président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire est ouverte et plusieurs cadres du parti affûtent leurs armes pour reprendre sa direction au moment où le sphinx de Daoukro passera la main. Et à en croire le matin, des prétendants tels que Maurice Kakou Gikawe, le secrétaire exécutif en chef du parti, ou encore la jeune garde incarnée par les députés Yasmina Ouenien et Jean-Louis Billon ne cachent plus leurs ambitions. Et une question dans cette revue de presse, vous en avez très souvent dans la revue de presse. Alors aujourd'hui, qui en veut au Sénat et à son président? Eh bien, c'est la question que pose à sa une l'intelligent d'Abidjan après les récentes sorties d'acteurs politiques selon lesquels le Sénat aurait effectué sa rentrée en violation des textes qui le régissent. Et pour essayer de comprendre cette situation, le confrère a donné la parole à des sénateurs. Et selon ces membres de l'institution, tous ceux qui parlent le font en méconnaissance totale des textes qui régissent la Chambre haute du Parlement ivoirien. Et une question appelle une autre. Est-ce fini entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo? Eh bien, cette interrogation, c'est ce qu'on retrouve à la une de l'intelligent d'Abidjan de ce vendredi 16 avril 2021. Selon le confrère, depuis belle lurette, certains faits montrent clairement que le fossé s'est creusé entre l'ex-chef d'État et son épouse. Et à en croire le confrère, ce qui achève de convaincre que Gbagbo a définitivement classé le dossier Simone, ce sont les préparatifs de son retour en Côte d'Ivoire après son acquittement définitif par la CPI, préparatifs auxquels l'ex-première dame n'est pas associée. Et un mot de santé dans cette revue de presse, lutte contre la Covid-19. Le nouveau ministre de la Santé invite les populations à se faire vacciner. Oui, que chacun de vous se fasse vacciner pour éviter d'être confronté à la Covid-19. C'est avec ces mots que Pierre Demba a lancé un appel aux populations vivant en Côte d'Ivoire afin qu'elles se fassent vacciner contre la pandémie du moment. Et c'était hier à Yamoussoukro. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait cette adresse à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination décentralisée contre la Covid-19. Et moi, j'aime bien la fin de la revue de presse parce qu'on termine toujours avec le sourire. Oui, et c'est avec Gbish, l'hebdomadaire satirique, qui fait la relation entre le début du jeûne musulman et la plupart des activités commerciales qui tournent au ralenti. Et parmi ces activités, il y a aussi les maquis, selon le confrère. Eh bien, Gbish indique que certains maquis choisissent cette période pour faire des travaux car leurs activités connaissent une baisse considérable. Et avec un brin d'humour, le confrère rappelle tout de même que la religion musulmane interdit la consommation d'alcool et souhaite un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Et oui, merci beaucoup. Merci Renaud. Et puis, excellent vendredi. La suite du programme. La suite du programme, on retourne à la rédaction. Oui. Vous voyez, il ne se repose pas. On retourne à la rédaction. À tout le monde. En tout cas, merci pour cette belle semaine avec Renaud, Kevin, Kobia. Voilà, pour la revue de presse. Il n'aime pas trop ça, mais on s'en fout. On peut avancer. Allez, routine matinale maintenant. Dans cette émission, on se lève le matin. On a généralement des habitudes et des attitudes que nous faisons, voilà, pour nous permettre d'avoir une belle journée. Nous allons avoir bien l'exemple du coach Ezekiel Ouedraogo et ça part maintenant. Yes, oui, je suis Kiss Wensida Ezekiel Ouedraogo et je suis ravi de vous faire cette vidéo pour vous partager quoi? Ma routine matinale. De quoi il s'agit? Il s'agit de créer une série d'habitudes productives, car Stéphane Covey le dit, qui sème une pensée récolte une action, l'action répétée devient une habitude, cette habitude devient ton destin. Première chose, ça commence par le silence. Le silence, pour moi, ça veut dire la méditation. J'ai appris depuis que j'étais jeune, tous les matins à méditer, lire la Bible notamment, et puis à méditer. Après, je continue avec les affirmations. Ce sont des phrases personnalisées en rapport avec mes objectifs. Alors, pour moi, ça consiste en 21 affirmations. Je répète ça à haute voix pendant au minimum 5 minutes. Ensuite, je passe à la visualisation. La visualisation se fait grâce au vision board. Donc, l'image des objectifs à réaliser. Je passe du temps devant ce tableau de visualisation. D'accord? Je regarde, je ressens émotionnellement. Je continue avec la lecture. Et pour moi, la lecture, ça consiste à lire au minimum. Dans le cadre de ma routine matinale, j'étudie 4 livres chaque année. C'est The Miracle Morning.
C'est cette habitude de Stéphane Covey, pour ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. C'est réfléchir, devenir riche de Napoléon Hill, et c'est les 21 lois irréfutables du leadership. Voilà mes 4 classiques que je lis absolument chaque année. Donc, je lis pendant au minimum 10 minutes. Ça dépend de mon inspiration, mais au minimum 10 minutes en tout cas, pour vraiment rentrer et comprendre, et prendre le temps de comprendre. Je ne lis pas pour finir les livres, parce que c'est des livres que j'ai déjà lus, mais c'est pour vraiment encore dig in, comme on dit en anglais, creuser davantage et comprendre. Après, l'écriture. Alors, l'écriture, je le fais souvent et fréquemment, bon, le plus fréquemment possible. Je suis assidu à l'écriture quand j'écris un livre, en fait, ou quand j'écris un e-book. Voilà. Là, dernièrement, je viens de finir d'écrire mon livre, donc j'avoue que je suis un peu relâché là-dessus. Mais sinon, l'écriture, ça consiste pour moi à écrire justement le livre ou des e-books. J'écris pas mal je fais pas mal de posts Facebook. Donc, c'est le temps où j'écris ces choses-là parce que je suis inspiré. Je viens vraiment d'avoir cette connexion-là et je peux aussi, à mon tour, donner au monde avant de commencer ma journée. Et enfin, il y a le sport. Je fais un footing, je fais une marche, voilà, de 30 minutes à 1 heure. Et c'est comme ça que je finis ma routine matinale. Je reviens donc, et puis je prends ma douche, et puis la journée est prête à commencer. Donc, pour changer nos vies et réussir, nous sommes encouragés à mettre en place des habitudes positives, et ça passe par des routines. Chaque matin, qu'est-ce que vous faites? Je suis Keith Swen Ezekiel Ouedraogo et j'étais ravi de vous présenter ma routine matinale qui est basée sur The Miracle Morning de Al Elrod, les Life Savers. Bye bye! Et je vous assure, ça marche. Avoir une belle routine matinale nous permet comme ça d'avoir une belle journée aussi, une journée avec beaucoup de sourires et avec beaucoup de bonheur. Vous êtes à Matin Bonheur. Bonjour à tous. La Commission européenne annonce la livraison anticipée ce trimestre de 50 millions de doses Pfizer-BioNTech, prélevées sur les livraisons prévues pour le dernier trimestre 2021. Ce nouvel arrivage devrait permettre à l'Union européenne de recevoir entre avril et juin 250 millions de doses Pfizer-BioNTech. La société avait livré environ 66 millions de doses au pays de l'UE lors du premier trimestre de cette année, ce qui en fait le principal fournisseur en pleine incertitude au sujet du nouveau vaccin de Johnson & Johnson, et alors que les doutes sont loin d'être levés concernant celui d'AstraZeneca. Coronavirus toujours, le variant brésilien est très préoccupant car plus transmissible et plus contagieux. Le variant brésilien P1 reste encore mal connu mais soulève de nombreuses inquiétudes qui ont poussé le gouvernement français à suspendre les vols depuis et vers le Brésil jusqu'à nouvel ordre. Le variant brésilien P1, plus transmissible, déclare Rosana Richman, experte en maladies infectieuses. De mon point de vue, il est plus mortel, a-t-elle ajouté. Le Brésil est très endeuillé avec 3459 nouveaux morts dans son dernier bilan quotidien, c'est-à-dire hier jeudi. Soudanais avec des origines juives, ils attendent avec impatience la normalisation des relations entre leur pays et Israël. C'est pour eux la promesse de pouvoir enfin renouer avec leur passé. La communauté juive au Soudan s'est réduite comme peau de chagrin après la création en 1948 de l'État d'Israël et les tensions qui ont suivi avec le monde arabe. Reportage. Un cimetière à l'abandon, presque oublié dans un quartier populaire de Khartoum. Seules quelques sépultures ont encore une pierre tombale et sur ces pierres, des inscriptions en hébreu, ultime trace de la longue histoire des Juifs soudanais. Au plus fort de leur présence, ils comptaient environ 250 familles dans les années 40 et 50. Petit-fils d'un Juif irakien qui a émigré ici, ce pharmacien se souvient avec nostalgie d'une enfance dans un quartier cosmopolite. C'était un quartier juif, mais des juifs, des arméniens, des coptes et tous les étrangers y habitaient. Il y avait une tolérance religieuse entre les gens et ils vivaient une très belle vie ensemble.
Mais les conflits dans la région ont peu à peu fait fuir les Juifs du Soudan. Le coup fatal aurait été la guerre des 6 jours en 1967. Khartoum accueille alors un sommet arabe où est proclamé le non à la reconnaissance d'Israël. Durant les 30 ans du règne autoritaire d'Omar el-Béchir, le Soudan a tenu une ligne dure envers l'État hébreu. Mais depuis sa destitution en 2019, le gouvernement de transition cherche à réintégrer la scène internationale. Pour les Soudanais d'origine juive, un grand espoir est né l'an dernier avec la décision de Khartoum de se rapprocher des États-Unis et d'accepter de normaliser ses relations avec Israël en échange d'une levée des sanctions américaines. Nous profiterons énormément de la normalisation au niveau de l'économie et de l'agriculture. Cette normalisation ouvrira de nombreuses portes. Israël peut offrir des opportunités pour les jeunes en termes de formation et de coopération. Mais ce rapprochement avec Israël est loin de faire l'unanimité au Soudan. En janvier, des drapeaux israéliens ont été brûlés devant le siège du gouvernement de transition. Nous devons être ouverts avec Israël, avec la religion juive, comme avec Israël en tant qu'État, car nous avons de lointaines origines communes. Les Juifs ont émigré et se sont installés au Soudan, ont épousé des Soudanaises. Il y en a une partie encore présente comme moi. J'en suis un exemple. Les Juifs du Soudan sont impatients de renouer avec leur passé, mais les accords de normalisation avec Israël doivent être ratifiés par le Parlement avant d'entrer en vigueur. Or, ce Parlement attend toujours d'être créé. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Excellente journée à toutes et à tous. Merci beaucoup à Régis Kofi, donc, qui va profiter de sa journée, de son début de week-end. Bon début de week-end. Merci. Hein? Et puis, nous sommes là demain. Demain. Ah, OK. Je travaille tout le week-end. Yes. Alors aujourd'hui, je vais être plus ou moins gentil avec lui. Voilà, Monsieur Ilniquez, il est notre consultant. On est très heureux d'être avec lui. Bonjour, monsieur. Sinon, je vais dire petit, c'est nous faux. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, mon grand guerrier. Voilà, merci beaucoup. Allez, éducation, la socialisation de nos jours, sujet très important dont il faut débattre face à toutes ces dérives que nous constatons depuis plusieurs années maintenant, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison, parce que déjà en 1997, quand j'étais au Canada, on avait monté toute une cellule de sociologues, de psychologues, de criminologues, etc., pour nous pencher déjà sur la violence. Mais bien avant, on peut dire que déjà dans les années 68, à la faveur des mouvements révolutionnaires et autres, tout s'est passé comme si, avec la libéralisation de l'éducation, avec une certaine éducation beaucoup plus permissive, où on a plus à cœur d'expliquer les choses aux enfants que de les contraindre et d'interdire, on avait déjà observé des dérives, comme vous avez dit, à savoir que de plus en plus, tout le monde est un peu désemparé quant à comment donner la bonne éducation à son enfant ou aux jeunes. Alors, ce sont ces exemples, bien ces astuces que vous allez aussi nous donner dans ces échanges. Qu'implique la notion d'éducation dans la croissance d'un enfant? L'éducation, si vous voulez, c'est quelque part prendre conscience du fait que quand l'enfant naît, on n'est pas... c'est vrai qu'il y a des besoins visibles tels que le nourrir, l'abriter, le vertir, le soigner, mais il y a des besoins peut-être moins connus ou moins visibles qui sont par exemple l'amour, la joie, l'affection, des relations chaleureuses, une ambiance saine, l'accompagner dans sa vie, le coacher, lui montrer les bonnes manières, les bonnes valeurs, comment se rendre sociable, comment se rendre agréable, comment vivre et croître au sein de la cellule familiale et plus tard de la cellule sociale sans difficulté majeure, sans marginalité et sans déviance. Comment, là, maintenant, à cet instant, on peut définir la socialisation? La socialisation, c'est un processus d'acquisition. C'est-à-dire que tout se passe comme si quand l'enfant naît, il n'a pas de repère pour devenir le futur adulte social. C'est-à-dire comment le préparer à rentrer dans la vie sociale avec les autres. Donc, comment l'amener à
apprendre les règles, parce que la vie en communauté, la vie en société est toujours une vie réglée, une vie régulée. Donc la responsabilité de la socialisation vise à aider l'enfant à apprendre et à intérioriser et à intégrer et à avoir le bon comportement dans la société. Il s'agit de toutes les influences. Voilà pourquoi on va distinguer 3 grandes institutions de socialisation. La primaire et la première qui est la famille, quand l'enfant est entre 0 et 3 ans, 4 ans, 5 ans, il est en famille en général. Et c'est là-bas qu'on lui donne les premières règles de socialisation, les bases de la socialisation, les sources de la socialisation. Ensuite, pour certains, ils vont à l'école, c'est ça l'institution secondaire, qui va prendre le relais de lui inculquer les bonnes manières de la société. Et ensuite, s'il n'a pas trop de chance, si ce n'est pas l'école, ça peut être malheureusement la rue, ça peut être un métier, et beaucoup plus tard, c'est par le travail que nous nous socialisons. C'est-à-dire que la socialisation, c'est un processus d'influence et d'acquisition qui va pratiquement de la naissance à la mort. On ne cesse jamais de se socialiser. Au contact des autres, on apprend, on se bonifie, on se rend plus facile à vivre et on apprend aussi à vivre avec les autres. Ce n'est pas un processus naturel, c'est un processus enseigné, transmis, contraint, négocié, modulé. Alors, ce sont de bonnes techniques comme ça que vous êtes en train d'offrir à tous les parents qui nous suivent en ce moment, à nous, parents, donc, pour nous permettre de permettre aussi, au risque de me répéter, à nos enfants de s'intégrer comme il faut dans la société. Comment devrait se faire l'éducation de base pour une bonne intégration sociale de l'enfant? C'est vrai que vous avez survolé cela. On va aller concrètement et en profondeur dans nos différentes maisons pour savoir comment il faut le faire. Concrètement, il s'agirait d'amener les parents, c'est-à-dire les parents eux-mêmes doivent être, entre guillemets, je dis bien, éduqués. On a le cas de beaucoup de parents qui ne savent plus dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Oui. Alors que l'enfant apprend certes par ce que nous lui disons, par les instructions que nous lui donnons, mais l'enfant apprend beaucoup plus par imitation. Si l'enfant voit que tout le temps dans la famille, vous passez le temps entre monsieur et madame à vous dire bonjour, spontanément, vous n'aurez pas peut-être forcément besoin de lui dire tous les matins, dis-nous bonjour, dis-nous bonsoir, dis-nous s'il vous plaît. Déjà, vous-même, par votre pratique de la politesse et de la bonne éducation, l'enfant en prendra de la graine. Donc, les parents eux-mêmes doivent être conscients de leur responsabilité dans l'éducation. Qu'ils cherchent à être d'abord des modèles. Ce qu'ils estiment être la bonne éducation, la bonne manière de vivre ensemble, il faudrait déjà qu'ils le pratiquent. Parler sans menace, éviter de se menacer, c'est aussi transmettre la bonne éducation. Apprendre aux cadets, enfin aux enfants, à respecter tous ceux qui sont plus âgés qu'eux, c'est aussi de la bonne éducation. Mais ça demande aussi que ce soit pratiqué. C'est vrai que monsieur et madame, on va parler d'égalité des sexes, d'égalité du genre, etc. Mais si déjà madame accepte une certaine soumission, entre guillemets, sans forcément dictature, ni menace, ni tyrannie de la part de l'homme, ça donne déjà les premières valeurs de la hiérarchie à l'enfant. De telle sorte que quand il va à l'école, on n'a plus besoin de lui faire la morale sur la hiérarchie parce qu'il a déjà appris à la maison. Plus tard, quand il ira aussi en entreprise, il saura que le patron, c'est la hiérarchie, c'est le boss, il est au-dessus, on doit respecter ses instructions. Il n'y a pas de hasard en fait. Comme on le dit, un chien ne fait pas un chat. C'est par la bonne éducation des parents dont ils sont eux-mêmes porteurs et conscients et qu'ils pratiquent, qu'ils amèneront les enfants par imitation à pouvoir en prendre de la graine. Quelqu'un pourrait dire que le thème d'aujourd'hui, il est lourd, on parle d'éducation, de socialisation et tout, mais c'est tout simple, tout est une question de savoir vivre et de bon sens. Merci beaucoup. Parce qu'on ne peut pas vivre avec les autres en voulant faire ce que nous voulons et en l'imposant aux autres. Comme on le dit si bien, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Vivre avec les autres, c'est faire des concessions, c'est être tolérant, c'est respecter des règles, c'est avoir un statut et c'est avoir aussi un rôle. Voyez-vous que si on prend la famille qui est la base même, la plus petite de la société, il y a un père, il y a une mère et il y a un enfant. Donc ça, ce sont des statuts. Mais le père, il est situé où? Dans une famille classique, le père est au-dessus, la mère est au milieu, l'enfant en bas. De telle sorte que les processus d'équilibre et de transmission sont correctement tracés. Oui. Mais pourquoi on parle de nos jours? On parle de nos jours parce qu'on a l'impression que la pyramide est inversée. L'enfant est au-dessus, il dit que la loi à sa mère, qui elle la dicte à son père. Voyez-vous? Donc, dans un processus normal de socialisation et d'éducation, c'est ceux qui ont vu avant qui transmettent des valeurs. Oui. Mais si aujourd'hui, nous érigeons les enfants en nos propres pères et eux qui nous donnent des leçons ou qui nous demandent des explications, papa, viens à te parler. Papa, ça, je n'apprécie pas chez toi. Papa, nous ne sommes pas à ton temps. Vous voyez que, du coup, la société marche sur sa tête.
Et sous d'autres cieux aussi, on a d'autres qui disent que la loi est pour les femmes. Donc, on a toujours cet inversement de la pyramide. Oui, on est d'accord parce qu'on doit fonctionner sans discrimination. Ce n'est pas parce que quelqu'un est femme ou enfant qu'automatiquement la personne n'a pas de droits. Oui. Mais à côté des droits, il y a des devoirs. Voilà. La question de la vie équilibrée en société, c'est que les droits marchent toujours avec des devoirs. Voyez-vous, l'enfant a le devoir de recevoir la bonne éducation des parents. Même s'il a droit, comme je l'ai dit, à la nourriture, à la santé, à la protection, à la paix, à l'amour, à des relations chaleureuses, équilibrées, saines et propices à son épanouissement. Dans ce que vous dites, j'ai envie de vous demander s'il faut être conservateur. Mais je ne peux pas dire véritablement, parce que depuis que le monde est monde, la société a toujours évolué entre une éducation contraignante, quand on se rend compte que ça ne va pas, les dérives dont vous avez parlé dans vos propos liminaires, et une éducation permissive. Voyez-vous, c'est-à-dire que quand c'est trop serré, nous, par exemple, nous avons connu ce que je peux appeler le dressage. On n'avait que des interdits dans notre éducation. Il est interdit, 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 interdit. Donc, nous avons été éduqués dans beaucoup de contraintes. C'est vrai que l'éducation part d'interdits. Tant qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'éducation. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. C'est ce qui fait qu'on rentre correctement dans la société. Mais nous n'étions que dans des interdits. Et malheureusement, certains ont cru qu'on a été trop durement éduqués et ils ont essayé de relâcher. Et aujourd'hui, d'être souple, d'être plus souple. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout le monde est en train de dire que c'est l'inverse. Donc, voyez-vous, la société passe toujours d'une phase très rigoriste, très rigoureuse, très contraignante, très interdite, à une phase où, à force de ne rien interdire, et d'ailleurs aujourd'hui en France, quand on parle d'ensauvagement de la société, on dit que c'est parce que depuis que les années 70, on a dit qu'il est interdit d'interdire. Et comme l'enfant n'a pas de limites, il évolue en pensant que les limites n'existent pas sur Terre. Et voyez-vous, quand il se retrouve en famille, il n'a pas de limites vis-à-vis de son père et de sa mère. Quand il va en classe, pas de limites vis-à-vis de ses camarades et de ses enseignants. Et quand il va en entreprise, c'est la même logique qui le suit. Donc on ne peut pas dire tout conservateur ou tout permissif, mais la vie n'a jamais été ou blanc ou noir. C'est toujours un savant dosage, un éclairage, où là-dedans on donne un minimum de valeurs qui, elles, sont des contraintes, et on produit aussi de la liberté qui permet aux gens d'être épanouis. Mais comment s'adapter face à ce grand changement? Aujourd'hui, même nos enfants sont très adeptes de tout ce qui est nouvelles technologies, de tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Comment s'adapter pour vraiment établir cette base qui semble être la meilleure? Bien, vous anticipez sur notre prochain thème qui sera certainement consacré aux réseaux sociaux. Mais vous le faites bien. Oui, voilà une petite... voilà. C'est parce que justement, il y a un vide social. On ne parle plus aux enfants. Du coup, ils sont isolés sur le net. Voyez-vous, aujourd'hui, la distance qui sépare un parent de son enfant est comme la distance qui sépare la Côte d'Ivoire de l'Australie. Nos enfants sont des parfaits étrangers parce qu'ils sont tout le temps sur le net. C'est là-bas qu'ils ont leurs amis, c'est là-bas qu'ils ont leurs parents, c'est là-bas qu'ils ont leurs références. Voyez-vous, nous, on voit ça en nouvelle technologie, mais socialement, ce sont des vrais dégâts. Mais comme nous aurons l'occasion d'en parler, oui, on reviendra approfondir ça. Là-dessus. Alors, on va pour l'instant revenir sur notre sujet. Donc, quelle plus-value apporte bien la socialisation dans l'éducation d'un enfant? La socialisation apporte des repères, des références psychologiques et sociologiques. À savoir que, si vous prenez deux enfants, un qui est socialisé correctement, à qui, par ce qu'on appelle le contrôle parental, on essaie d'encadrer son processus de futur adulte. C'est comme si vous avez une plante qui a un tuteur, donc des arbres qu'on attache autour de la plante, elle pousse tout droit. Oui. Et si vous avez une autre plante, une tomate par exemple, à laquelle on ne met pas de tuteur, la tomate se met à ramper. Et c'est la métaphore de la socialisation. Un enfant qui est correctement socialisé, automatiquement, il va tout droit. Et c'est pour ça que les anglo-saxons, en matière d'éducation, ils disent la chose suivante. To educate someone is to put him in a narrow path. Éduquer quelqu'un, c'est le mettre dans le droit chemin, dans le chemin étroit. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de tentations. C'est ouvert. Il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a la sexualité. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme dérive, comme déperdition. Comme mot de la société. Comme mot de la société. Mais quelqu'un qui est éduqué saura les dangers, les menaces, les risques que constituent ces mots-là. De la même manière, quelqu'un qui n'est pas éduqué va penser que ce sont des plaisirs, c'est la vie facile, c'est la culture sans effort, on a tout facilement dans la vie, il va être attiré par l'alcool, par ceci, par cela. Mais s'il est éduqué, on lui expliquera, on lui dira que l'alcool n'est pas interdit en soi, entre guillemets,
mais à condition d'être modéré, de pouvoir mener une vie hygiénique, c'est-à-dire en boire un peu peut-être, mais pouvoir aller au travail, pouvoir éduquer ses enfants, ne pas boire devant eux jusqu'à dépasser les limites, etc., etc. Donc vous voyez que par ces mécanismes-là, on verra tout de suite quand quelqu'un est socialisé et donc qui arrive à connaître un plein épanouissement et qui joue pleinement son rôle dans la société, et quelqu'un qui n'est pas correctement socialisé, qui devient déviant, qui devient marginal, et ce, quel que soit son âge. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 60 ans, mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux avant 2, 3, 4 heures du matin, et tant qu'ils n'ont pas vidé une bouteille de whisky. Donc, vous voyez que ça nous guette. Parce que si vous rentrez très tard à 3, 4 heures du matin en étant fortement alcoolisé, vous n'aurez jamais le temps de vous occuper de votre famille. Voyez-vous? Donc la socialisation, c'est un processus de la naissance jusqu'à la mort. Être capable de vivre correctement avec les congénères, ce n'est jamais gagné d'avance. À tout moment, nous sommes risqués, nous sommes guettés par les risques de dérive. Alors, dans cette évolution, il y a l'école. Oui. L'enfant naît, il grandit, on le met à l'école. Dans cet accompagnement scolaire, déjà, qui doit être au devant et comment cela devrait se faire tout en parlant de socialisation? Bien. Déjà, avant qu'il n'aille à l'école, nous nous assurions des bases de politesse, de respect, de courage, d'effort. Voyez-vous? Parce que ce sont des cultures de base, des valeurs de base, des attitudes de base qui l'accompagneront à l'école. Donc, il faut déjà faire les bases entre 0 et 3 ans. Piaget nous dit que la personnalité d'un enfant se forge entre 0 et 3 ans. Donc, il ne faut jamais rater le premier escalier au risque de tourner en rond. Donc, les bases se font d'abord. Ensuite, quand il va à l'école, on s'intéresse à sa scolarité. Beaucoup veulent des performances scolaires de la part de leurs enfants, mais ils ne s'impliquent pas dans l'apprentissage de leurs enfants. Ils ne savent pas à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, combien de temps un élève doit étudier, combien de temps il doit jouer, combien de temps il doit dormir. Ils ne savent pas, parfois même mes propres collègues, puisque moi je suis enseignant, ils ne savent pas comment faire le dosage entre l'apprentissage didactique et les périodes ludiques. Comment rendre les choses intéressantes, la mathématique, la grammaire, ces choses qui nous rebutent, la conjugaison, etc. Comment apprendre en jouant? Comment rendre l'utile à l'agréable? Exactement, parce qu'un enfant, de par son formatage de base, nous sommes tous passés par là, le monde est chaotique pour lui. Pour lui, tout est jeu, tout est amusement. Voilà pourquoi il peut jouer avec vous, il vous tape. Il ne sait pas que taper n'est pas bon alors que jouer est bon. Et il peut être là, il rit et puis il dort. Il peut être là, il rit, il pleure, parce que son monde est d'abord chaotique. Ensuite, progressivement, par la socialisation, on lui montre le sérieux de la vie et le jeu dans la vie. Mais ça doit l'accompagner jusqu'à l'adolescence et même un peu au-delà. Qu'il garde quand même l'agréable de la vie, la joie de la vie, les jeux de la vie, et tout en apprenant véritablement à avoir des performances scolaires. Et ça, c'est toute la famille, c'est la communauté éducative qui doit être sensibilisée. C'est tous les adultes dans la rue qui doivent être aussi sensibilisés. J'ai failli même demander le rôle de l'école dans tout ça. Le rôle de l'école, c'est ce que nous appelons la psychopédagogie, qui est un peu la science qui accompagne l'enfant de 0 à 18 ans. Tous ces processus de transformation et physique, et physiologique, et psychologique correspondent à des comportements spécifiques dans l'accompagnement. On n'accompagne pas un enfant de 3 ans comme on accompagne un enfant de 12 ans qui commence déjà à être adolescent et donc qui a des références familiales et qui a aussi des références par ses amis. Alors que pratiquement, il a 5, 6, 7 ans, il faut que sa maman le chasse. Parce qu'il n'a pour seule référence que son père et sa mère. Pour lui, la vie, l'univers, ça se limite à la famille. Mais dès lors qu'il commence à découvrir les amis à 12 ans, 13 ans au collège, son univers change. Son paradigme change. C'est-à-dire qu'avant, c'est peut-être papa ou maman qui disait vrai. Aujourd'hui, les amis commencent à avoir de l'influence, à dire vrai. Donc la socialisation commence à être duale. Donc les parents doivent être suffisamment sensibles à cela pour que chaque fois que l'enfant revient à la maison, on fasse attention à ses fréquentations. Les parents aussi doivent discuter avec les enseignants pour savoir comment l'enfant se comporte à la maison, à l'école, parce que parfois, on a des enfants qui ont une personnalité double. Ils ont un comportement à la maison qui n'a rien à voir avec un comportement à l'école. Parce que sous l'influence des amis, sous l'influence du fait que les parents ne sont pas là, parfois c'est autre. Donc c'est de manière holistique, de manière globale que tout le monde doit entourer l'enfant, mais avec une part forte à l'école, parce que l'école, dès qu'il y entre pratiquement de la maternelle jusqu'à l'université, voyez-vous, c'est comme si les parents ont délégué la socialisation. Donc l'école doit être véritablement forte, intégratrice et prenant le relais des valeurs. Voilà pourquoi on dit un bon enfant, un bon travailleur, un bon citoyen.
Parce que l'école, c'est l'État. Donc l'État, quand la famille lâche, l'État prend le relais. De telle sorte que ça va nous donner la triptyque, un bon enfant, un bon travailleur, un bon citoyen. Ce que vous dites, c'est d'autant plus intéressant, mais il faudrait insister sur le fait que les parents doivent être aussi présents véritablement, même si on dit que l'école a une grande partie aussi, montrer aux parents l'intérêt, la nécessité d'aider son enfant durant son parcours scolaire. Ben vous avez raison. Qu'on soit présent ou pas. On peut donner les pourcentages. L'école, c'est 30%, les parents, c'est 70%. Merci pour cette précision. Voilà. Parce que l'école a deux rôles. C'est d'apporter déjà la pédagogie, d'être les modèles pour les enfants en valeur, en comportement, en attitude, etc. Mais l'école, c'est beaucoup plus les apprentissages. Le français, les mathématiques, etc. Donc, vous voyez que le temps imparti à l'apprentissage ne laisse pas toujours beaucoup de temps à l'éducation. C'est vrai qu'on va faire l'ECM, donc l'éducation civique et morale, c'est vrai que, etc. Mais n'empêche que la grande partie, la majeure partie, doit être assurée par les parents. Même si pendant 8-12 heures, nous ne voyons pas notre enfant, mais dès qu'il revient de l'école, vous avez raison, par notre implication, en lui demandant qu'est-ce qui s'est passé à l'école, comment tu t'es senti, est-ce que tu étais bien, qu'est-ce que le maître a dit, qu'est-ce que tu as retenu, en nous démontrant tout notre intérêt pour son école et pour sa réussite sociale, et pour l'adulte qu'il deviendra demain responsable de famille, automatiquement, on amènera l'enfant, on sera amené à mieux connaître l'enfant et à lui procurer le meilleur accompagnement qui lui permettra de s'épanouir dans la société. Alors, M. Nil, dites-nous, est-ce qu'un enfant, malgré une bonne éducation à la maison et tout, dehors peut être bien le reflet d'une société en perte de valeur morale? Ben oui, vous avez raison, c'est le problème des influences. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit en matière d'éducation, c'est tout ou personne. Je veux dire par là que si certains font l'effort, comme nous venons de l'expliquer, d'accompagner les enfants, de comprendre leur évolution et d'aller vers les enseignants, etc., si les maîtres eux-mêmes ne sont pas suffisamment sensibilisés, formés à la psychopédagogie ou impliqués, ou si tous les adultes dans la rue, ça donne à des comportements pervers, vous voyez que l'enfant, il sera déstabilisé. Parce qu'il verra plus de déperdition et peu de contraintes chez lui à la maison. Donc, il pensera que ses parents sont méchants, qu'ils le maltraitent, alors que la rue, il est libre de faire ce qu'il veut. Oui. Voilà. Il ne saura pas que la rue est un vrai danger. Voyez-vous? Parce que c'est vrai que l'homme pense toujours à tort que la liberté est mieux que la contrainte. Alors que la liberté nous conduit très souvent à des situations impossibles, incroyables et indescriptibles. Alors, avant de terminer ces échanges, que diriez-vous à tous ces parents qui nous regardent aujourd'hui? Ben, vous l'avez dit, je leur dirais à tous de prendre leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, mondialement, nous avons l'impression que les parents ont démissionné. Ils vont accuser la nouvelle technologie, ils vont accuser la décadence de l'école, ils vont accuser la rue, ils vont accuser tout. Mais il se trouve quand même que dans cette même société, il y a des gens droits, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens épanouis. Alors comment font-ils? Mais peut-être que le secret réside dans la prise de leurs responsabilités depuis la naissance de l'enfant et de considérer que jusqu'à leur mort ou jusqu'à la mort de cet enfant, on ne sait pas qui part avant qui, généralement, mais il faudrait que ce soit eux qui donnent la bonne conduite à l'enfant. Voyez-vous? Malgré toutes les difficultés. Mais de toute façon, c'est vous qui l'avez fait venir sur Terre, automatiquement, vous en êtes responsable. Parce que l'État ne peut pas être plus responsable que vous. Les policiers ne peuvent pas être plus responsables que vous. Et puis, quand c'est gâté pour tout le monde. Donc, c'est à chacun. Vous voyez, si vous dites, bon, mon seul enfant m'a dépassé. Oui. Alors, imaginez-vous, nous sommes 26 millions en Côte d'Ivoire. Comment l'État peut nous canaliser? Vous dites, mon enfant m'a dépassé. En classe, ils sont 50. Comment vous voulez que l'enseignant puisse les canaliser? Moi, je suis à l'université. Vous dites, votre seul enfant vous a dépassé chez vous. Moi, en amphithéâtre, j'en ai 400, 500. Et c'est parce que nous sommes en sociologie. Il y en a qui en ont 1000, 2000, 3000 en sciences éco et en droit. Alors, si chacun est dépassé par son enfant, alors comment nous, à qui on confie la responsabilité des groupes, nous allons pouvoir leur inculquer quoi que ce soit? Donc, c'est déjà à la base, chacun essayant de faire l'effort de mieux canaliser le sien, que tous ensemble, nous allons arriver à un résultat. Grosse tâche, énorme tâche. Depuis que le monde est monde, ça a toujours été une question d'éducation. Merci beaucoup à M. Il Niquez. Voilà notre consultant du jour avec lui. L'éducation, la socialisation de nos jours, sujet très important. On a ouvert aussi le débat chez vous à la maison, vous pouvez en parler et cela vous permettra d'avoir des solutions pour une meilleure éducation pour nos enfants.
Et nous commençons bien sûr avec Hilary. Sinon, ils sont tous là. Hein. Hilary est là, KPJ est là. Mais bon, on va d'abord le croquer, ce JT, avant de le slammer. Bonjour Hilary. Bonjour Angeval, comment tu bien? vas? Super bien. Top, c'est parti. C'est parti. Alors, enseignement, passation des charges, Kandia Marietou. Suite au dernier remaniement ministériel qui a eu lieu il y a quelques jours, il y a eu donc un jeu de chaises musicales. Simplement dit, il y a eu quelques changements de poste. Vous savez, en gros, l'action gouvernementale, c'est comme au football. Le coach, c'est l'entraîneur, c'est-à-dire le Premier ministre. Oui. C'est lui qui place les joueurs, pardon, les ministres, afin de rendre l'action gouvernementale efficace. Vous voyez la similitude. Au football, on parle d'équipe. Et au gouvernement, on parle aussi d'équipe gouvernementale. Donc, je disais que le Premier ministre, afin d'atteindre son but, qui est de faire gagner son équipe en marquant des buts, procède à des réaménagements quand cela est nécessaire. Vous voyez vous-même, si on met un buteur en défense, c'est dangereux. Et si on met un gardien de but en plein milieu de terrain, les poteaux seront vides et bonjour les buts. On imagine. Cette petite digression pour dire en somme que c'est l'union qui fait la force, comme au football, tout comme au gouvernement. Ainsi, le 12 avril dernier, sous la houlette de Daroger Charlemagne, secrétaire général adjoint du gouvernement, il y a eu passation des charges entre la ministre Kandia Kamara et Marietou Kone, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, et Kofi Nguessan, nouveau ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. La ministre Kandia, elle part donc aux affaires étrangères. Heureusement que cette équipe s'appelle FC Hachi-Patrick, sinon les supporters de Bassa et de Real allaient nous fatiguer ici. Bien sûr. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce remplacement basket, c'est que je dirais, concernant ces deux dames, la rigueur appelle la rigueur, remplace la rigueur. Évidemment, évidemment. Surtout que la ministre Marietou a pu calmer donc, une grève des fondateurs des écoles privées laïques et confessionnelles qui s'annonçaient. Déjà là, oui, oui. Rapide, hein? Voilà, donc en tout cas, je pense que ça s'annonce bien. En tout ça cas, promet. Allons-y. Alors, donc, le deuxième point, c'est le monde musulman qui est en deuil. Allah a donné, Allah a repris. Malheureusement, la communauté musulmane a été frappée par un gros deuil. Je dis bien gros parce que nous sommes dans un mois de carême. Oui, parce que c'est une personne de référence qui a été rappelée à Dieu ce mardi 13 avril au centre Covid de Treichville selon certaines sources. Il s'agit donc du nouveau président du COSIM, El Hadj Traoré Mamadou. Il est né en 1944, il était ivoirien, marié et père de 5 enfants. Il a pris donc la succession de Cheikh Boukari Fofana le 29 mai 2020, après le décès de celui-ci. Lui aussi était décédé le 17 mai dernier. Oui. Dans ce mois de piété et de partage, nous présentons donc nos sincères condoléances à toute la communauté musulmane, à sa famille biologique surtout. Toute la Côte d'Ivoire pleure avec vous, Yako, comme on dit en Côte d'Ivoire, et à Broma-Côté singulièrement. Bien sûr, il faut le dire, c'est une grosse perte. Oui, déjà à l'entame même du mois de jeunes musulmans, voilà. Et c'est tous ces, on va dire, tous ces efforts qu'il faut avoir pour pouvoir avancer malgré toutes ces douleurs-là. Effectivement, effectivement. Seul Dieu a la réponse à une telle situation. Oui, surtout que la mort est un mystère qu'on ne comprendra jamais. Bien sûr, bien sûr. Alors, le troisième point, c'est Burkina Faso, un procès en vue sur la mort de Thomas Sankara. Thomas Sankara, un nom qui évoque d'une part la révolution et d'autre part une hantise pour un éventuel procès. Pourquoi? En effet, on se souvient que le bouillon révolutionnaire avait été brusquement arraché à l'affection des siens par des balles assassines un certain 15 octobre 1987. À cette époque déjà, on se perdait en conjecture sur les véritables commanditaires de ce coup d'État qui avait coûté la vie à Sankara et 12 autres personnes, excusez-moi, parmi lesquelles des membres de sa garde rapprochée et ses gardes du corps. Eh bien, plus de 30 ans plus tard, le débat sur les auteurs de ce meurtre de sang-froid refait surface à la faveur d'un procès qui s'ouvre très très bientôt au Burkina Faso. Alors, on va terminer rapidement. Les accusés sont poursuivis pour attentat à la sûreté, assassinat, recel de cadavres, complicité, etc. Au total, 14 personnes sont poursuivies dans cette affaire, dont l'ex-président Blaise Compaoré, celui qu'on appelle affectueusement le beau Blaise, qui est aussi notre beau puisqu'il est marié à notre sœur. En tout cas, nous, pour l'instant, on ne peut rien dire là-dedans, puisque c'est notre beau, on ne veut pas par là. Terminons donc avec l'Angleterre, le décès du prince Philippe. On aurait pu dire à chaque continent son mort emblématique. Nous avons eu donc la mort du président du COSIM, El Hadj Traoré Mamadou, ici.
De l'autre côté, on dira que le prince Philippe est décédé à l'âge de 99 ans. C'était, à l'état civil, son nom c'est Philippe Mbaten. Il est né donc le 20 juin 1920 et était marié à la reine Elisabeth II le 20 novembre 1947. Donc un mariage qui dure depuis 74 ans. Oui. Ça n'a rien à voir avec nos mariages d'ici où on se marie le matin et puis le soir on commence à se traiter de tous les noms d'oiseaux. Merci beaucoup à Hilary Simplice pour bien sûr le JT Croquet qui nous a fait voyager à travers le monde. Il reste avec nous car à ma droite il y a celui-là qui va nous permettre de valser un peu sur ces lettres, ces mots et ces phrases. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. On te donne des nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. Se priver de Dabali de 6h à 18h30, c'est pas grève de la faim, mais une période de pénitence. C'est le mois de carême pour tous les musulmans. Si quelqu'un te dit que c'est facile, c'est que le gars te ment. Se battre contre la faim toute la journée, il y en a qui attrapent le palu. Quand tu passes devant Gabadrom, c'est le gros poisson qui te salue. Mais mon frère, il faut résister. Si tu arrives jusqu'au bout, Allah lui-même va te piper pour t'envoyer les doigts où. Mais c'est avec une triste nouvelle que le jeûne a débuté. Le président du COSIM, ce lundi, nous a quittés. Condoléances attristées à toute la communauté. Bientôt le ramadan, nous les cocos, on a noté. Partout à Babi, il y a danger. Prudence, Yao, surtout les go. Tu fais ton petit malin sur les réseaux, déjà les malos conspirent du dos. Champagne d'Afrique, c'était son pseudo sur Instagram. Ces petites vidéos ont activé un mogol avec sa sale gamme. Le contact secret, premier rendez-vous avec l'admirateur virtuel. Silence radio, plus de contact ni téléphonique ni visuel. Inquiétude dans le camp des proches, avis de recherche. Des jours après, la triste nouvelle tombe. Triste découverte. La belle Champagne dans une résidence étendue, mal en point. En route pour l'hôpital, elle succombera avant les premiers soins. Qui est le gars en question? Volatilisé dans la nature, qui a bu notre champagne? Espérons que l'enquête nous situe. On n'a même pas fini le funérailles de George Floyd que le 11 avril, la police américaine zaille encore. Les bavures s'accumulent, un innocent, un noir, dans les statistiques du racisme au prix de son sang. L'assassinat de Daunte Wright a créé un vrai tollé. La policière dit qu'elle a confondu taser et pistolet. Incroyable mais vrai. Et c'est toujours à Minneapolis. Ça a ravivé les tensions entre les Noirs et la police. Des manifestations toutes les nuits, malgré le coup-feu. Plus engagés que jamais. Black Lives Matter. Chers élèves, après les congés de Pâques, direction les examens. Avant les oraux et les écrits, l'épreuve physique vous tend les mains. On commence par les troisièmes, du 12 au 24 et du 26 au 8 mai, c'est pour les gars du bac. En troisième, c'est coefficient 1. Donc si mathématiques t'a tué, EPS que tu négliges là, ça peut te ressusciter. Au bac, ça donne bonus, hein? C'est pas petit guassou. Pareil, échouer avec un point, voilà, ça peut rendre fou. C'est une affaire d'enchaînement. Appui tendu, renversé. Mon petit, si tu es bien souple, tes 18 seront calés. Donc Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. Merci beaucoup à Capégic, donc, qui décrypte l'actualité comme ça, et bien, à travers cette manière de faire le slam, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Capégic. Ouais. Merci. Merci. Merci à toi. Allez, on part à vrai ou faux maintenant. Elle est avec nous pour la suite, vrai ou faux, en compagnie de Méliane Cuny, expert en digital. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien, super bien. On ne se plaint pas. Ben, on ne peut pas se plaindre. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, Méliane? Aujourd'hui, la première information qu'on va décrypter, on a une image qui circule sur les réseaux sociaux parlant d'un colon en train de scier le pied d'un esclave. Et on nous dit comme ça que c'est ce qui se passait avant, c'est comme ça qu'ils étaient punis. Mais non, c'est faux. Non seulement le monsieur n'est même pas en train de scier le pied, il est en train de le libérer. Il faut rappeler qu'il est plutôt de la Navy et à l'époque, l'armée anglaise luttait contre l'esclavage. Donc, lorsqu'ils retrouvaient des esclaves comme ça, on essayait d'enlever justement le fer qu'ils avaient au pied, donc pour les libérer.
Donc je pense qu'on verra l'image là où... Voilà, voici l'image à polémique. Donc on nous dit tout de suite qu'il est en train de scier le pied, mais alors que non, il est en train d'aider plutôt le monsieur à se libérer de ses chaînes. Bien sûr. Deuxième information, le fils de Moïse Katumbi, député en Zambie. Ah, les gars, vous aussi, sciencés. Moïse Katumbi qui est congolais. Un homme politique congolais. Voilà. Donc tout de suite, on dit que son fils est député en Zambie. Ah, les gars, mais c'est faux. Justement, c'est une fake news. On essaie juste de ternir l'image du monsieur. Donc là, il faut trouver des arguments et tout. C'est vrai qu'il ressemble un peu à l'un des députés de la Zambie, mais non, c'est pas lui. Il n'est pas... Il n'est pas député. Il n'est pas député à l'Assemblée nationale en Zambie. Non, non, non. Il est congolais en plus, attendez. Et parlons du Congo. Oui, parlons du Congo. Aujourd'hui, on est resté longuement au Congo. On nous dit comme ça sur les réseaux sociaux que le président Paul Kagame serait en train d'aller au Congo pour aider à la constitution du gouvernement. Donc, le président serait incapable de constituer son gouvernement, donc il fait appel à Paul Kagame. Ce qui est faux, parce qu'à la même date, le président Paul Kagame était en vidéoconférence pour parler d'évolution de la planète. Donc, à quel moment le monsieur là va venir faire votre sciencé? Et pas s'ingérer aussi dans les affaires voilà, politiques comme ça. Ça se fait pas, en fait. Oui. Et la dernière information, il s'agit de l'anniversaire de Kim Kardashian. On nous dit que le président Tshisekedi et son épouse sont invités, voilà, à l'anniversaire de Kim. OK. Tout simplement parce qu'on le voit en ce moment dans les anniversaires de ses collaborateurs. Oui. L'information est passée sur les réseaux sociaux. Le monsieur il n'a même pas été invité. Mais elle n'est pas sa collaboratrice. Mais dans quel coup même lui va arriver dans l'anniversaire de Kim? Vous aussi. Donc c'est une fausse information qui circule sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Voilà. C'est vrai que les hommes politiques doivent être habitués à ça, je pense. Ben oui. Non, les hommes politiques ont le dos large. Ah non. Ça n'a rien à voir avec le dos que nous avons. Hein. Non, non, non. Les hommes politiques ont le dos très, très, très large. Alors, Méliane Cuny, la suite donc. Voilà, on a fini. On a fini, voilà. Juste mais je ne vais pas quelques aller de informations. l'autre côté, parce que ce que j'ai appris là, ça m'intéresse. OK, bon, tout à l'heure. Seule dans tous les cas. Elle veut me tenir compagnie, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas envie de rester seule dans tous les cas. Alors, la suite avec le grand reportage donc, que nous allons vous offrir, focus sur une boisson bien connue à travers le monde. En Égypte, on parle de carcadé, au Cameroun, on parle de foléré, et au Mexique, l'on parle bien sûr d'agua de Jamaïca. Mesdames et messieurs, le bissap, ce nom wolof que nous donnons à cette infusion de fleurs d'hibiscus qui aurait d'autres vertus à côté de ce goût exquis. Et oui, le bissap, le nectar africain aux vertus thérapeutiques, c'est un grand reportage de l'équipe de Matin Bonheur signé Alain Canon, notre JRI. C'est parti. Agnès et Grace, deux jeunes sœurs qui résident dans la commune de Yopougon, se préparent à faire leur marché. Elles notent dans un calepin tous les ingrédients dont elles auront besoin. Bon, maintenant nous allons aller au marché de Béago à Yopougon pour faire nos achats, pour commencer à préparer nos bissap. C'est que ces deux jeunes filles ont décidé de faire du bissap. Cette boisson est faite à partir de l'hibiscus sadarifa et ce sont les pétales qui sont utilisés pour préparer le bissap. Les éléments colorés de la fleur. La coloration rougeâtre du bissap provient des pigments rouges ou anthocyanes qui sont contenus dans ces pétales. Une fois au marché de Béago, elles sont accueillies par Dame Kadjo, vendeuse de bissap depuis 18 ans. Merci maman. On va acheter le bissap. Le bissap même est naturel. Ça là, il n'y a pas fait de vie chimique, il n'y a rien, c'est propre. Et les gens aiment, c'est nourrissant et puis ça soigne beaucoup. Si c'est pour faire le jus, comme le mariage, baptême, là on met tout ça pour que ça soit bien doux, bien parfumé. Il y a les menthes aussi qui parfument très bien le bissap. Les bissap, on a plusieurs de qualités. Niger, Mali, Burkina, même ça, mais sur le Mali aussi. Ceux qui sont très fins, comme ça, tu peux le préparer même 3 fois, même 2 fois, lui ça sonne normal. Mais le grand feu, tu peux le préparer une seule fois. Ceux qui boivent à la maison, eux ont l'habitude de payer la grande feu. Maintenant, ceux qui vendent en gros, eux préfèrent le moumou. Merci à vous. Merci mes enfants. Merci à vous. Bonne chance. On va à la maison pour préparer le bissap maintenant. De retour au domicile familial, les deux jeunes sœurs commencent la préparation du précieux nectar.
Je renverse le bissap dans la marmite. Maintenant, je prends les feuilles de menthe. Maintenant, j'ajoute anis. Nous allons laisser bouillir notre bissap pour que les feuilles, les tuiles soient bien cuites avant de filtrer. Une fois la boisson obtenue, nos deux sœurs passent à la dernière étape qui consiste à filtrer et parfumer le bissap qui sera ensuite conservé dans des pots qu'elles avaient pris le soin de nettoyer au préalable. Le était déjà préparé avec du javel et savon en liquide. Nous allons commencer à filtrer pour que ça soit encore plus propre. On va enlever le petit peu. Pour cette quantité, nous avons pris 1,5 kg de sucre. Sucre vanillé encore. Nous avons pris 4 sachets. Ça, c'est le parfum de notre bissap. Voilà. On met notre bissap dans le bidon. Ça, c'est 100 francs. C'est l'une de notre grande sœur qui nous a appris comment faire le bissap. Elle aussi, elle a hérité de notre tante. Ce breuvage est très prisé par tous. Petits et grands le consomment à n'importe quel moment de la journée. Ma mère m'a conseillé de boire du bissap parce que le bissap, quand il fait chaud, ça te rafraîchit. Ce bissap est très raffiné, il est vraiment doux. Je le bois à 16 heures parce qu'il fait chaud. Quand je le bois, ça me rafraîchit. Moi, j'aime bissap. Bissap, ça c'est mon jus. Partout où je passe là, si je demande, il y a bissap. S'il n'y a pas bissap, moi, je gagne ma route. S'il y a bissap, je prends ça. Le bissap, il est très bon pour le bébé. Pour une mère, une grande personne, toute personne. Admirez un peu mon bébé. Waouh, bissap, trop délicieux. Professeur Kwame, spécialiste des végétations et fleurs tropicales d'Afrique, confirme les délices et les bienfaits attribués à cette boisson. Le bissap renferme plusieurs qualités. C'est d'abord un antalgique, c'est-à-dire que c'est contre la douleur. C'est un antibactérien, c'est un anti-inflammatoire. Le bissap contribue, n'est-ce pas, à la fluidité de la circulation biliaire. Le bissap est utilisé aussi en cosmétique. S'utilise en masque pour nettoyer le cuir chevelu des pellicules. Ça booste la croissance des cheveux et retarde l'apparition des cheveux blancs. Sous forme d'huile, le bissap assainit la peau, diminue les manifestations liées aux problèmes de peau. Le bissap baisse la tension. En 2013, il a été trouvé que l'infusion de bissap est utilisée dans une dizaine de pays comme traitement naturel contre l'hypertension artérielle. C'est un laxatif doux, surtout pour les muscles utérins. C'est un remède naturel contre la dépression. Le bissap préviendrait certains cancers. Le bissap pouvait réduire l'obésité. Des composés de cette plante peuvent aussi encourager la perte de poids, aider à maintenir un bon taux de glycémie chez les individus diabétiques. Empêche l'accumulation des graisses, réduit aussi le cancer de foie, tonifie le système veineux. Le bissap se place en tête des boissons naturelles les plus consommées en Côte d'Ivoire. Malgré cet état de fait, cette boisson peine à concurrencer les grandes marques de boissons du même type qu'on retrouve dans les rayons des supermarchés. La raison, il n'existe presque pas d'unité de transformation industrielle de ce précieux breuvage qui, à lui seul, possède de nombreuses vertus. Voilà, merci à notre JRI Alain Canon. Il faut le dire, 200 espèces à travers le monde qui ne sont loin d'être toutes consommables. Mais dans ce grand reportage, vous avez eu bien sûr ce qui demeure un véritable délice sur nos tables et dans nos réceptions, dans nos cérémonies festives. Donc, la suite avec le petit-déj qui va aussi nous permettre d'avoir du bissap. C'est parti. Voilà, de retour donc avec Chef Evelyne, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Et ce beau petit sourire, elle nous a habitués à ce sourire et paf, elle a disparu. Et là, elle est de retour. Bonjour. Bonjour. Ça
Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, on a du riz. Ah là là. Du soumara à l'Afrique. Du soumara à l'Afrique. On va dire que le mangeur de riz, là, il est content. L'Afrique au soumara, donc, accompagné d'un thé au gingembre et bien sûr, du bissap. Alors, dites-nous, on a besoin de quoi pour faire un soumara à l'Afrique? Pour pouvoir faire notre soumara à l'Afrique, oui. Nous avons besoin du riz, oui. Des aubergines, du gombo frais, du soumara, un peu de piment sec, du poisson sec et de l'huile. Bien évidemment, du sel. OK. Alors, le soumara, c'est vrai qu'on en voit plusieurs déclinaisons. Comment est-ce que vous faites la vôtre? Bon, le soumara, on l'achète généralement chez les femmes nordistes, oui. Au marché. Moi, je préfère les graines. Là, c'est plus facile de laver et d'extraire le sable qu'il y a à l'intérieur. OK. Donc, c'est mon choix que j'ai fait ce matin pour notre soumara à l'Afrique. Le soumara à l'Afrique. Oui. Ensuite, avec les... Pour la préparation, voilà, on met de l'eau à bouillir sans saler l'eau. Ensuite, on met notre riz à l'intérieur. On nettoie nos aubergines, nos gombos frais qu'on met ensuite. Oui. Et lorsque notre riz est en fin de cuisson, nous allons piler notre soumara qu'on a pris le soin de bien laver pour extraire le sable, avec du piment sec, avec de l'oignon, et puis du sel et notre piment sec. Lorsqu'on a fini de tout mélanger, on fera une fontaine dans notre riz. Nous allons mettre notre mixture au milieu du riz, fermer et ensuite mettre un filet d'huile sur notre riz. Un filet d'huile. Un filet d'huile sur notre riz. Sinon, voilà. Juste un peu d'huile, pas beaucoup. Voilà, juste un peu d'huile. Et ceux qui consomment du sel, ils pourront rajouter juste un peu. Et puis, c'est parti pour la journée. Voilà. C'est très bio. Oui. C'est très bio, le soumara à l'Afrique. Voilà. En tout cas, nous, on aime bien. On peut même, aujourd'hui et vendredi, on peut commencer le... Je tiens à préciser que le soumara, il est très bon. Il lutte beaucoup contre la tension. Oui, oui. Il lutte beaucoup contre la tension. Bien sûr. Voilà. Pour les personnes d'un certain âge, vraiment, c'est beaucoup conseillé. Donc, merci beaucoup, en tout cas, chef Evelyne. Ensuite, on a du bissap avec juste un peu de thé à l'intérieur et du gingembre aussi. Voilà, le gingembre au thé, avec du thé. Le gingembre, c'est ce qu'on appelle généralement nyamankou. Sinon, le jus, nyamankou, ji. Voilà. C'est tout simplement cette plante originaire de l'Inde, si on repart dans l'Antiquité. Nous allons recevoir notre invitée. C'est vrai que c'est une consoeur qui vient de l'extérieur, de Londres précisément. Sinon, elle est animatrice TV, elle est blogueuse. Avec elle, ce sont des émissions telles que Spotlight, Santé pour tous. Et voilà, on a le plaisir d'avoir ici Dani Cristal, animatrice TV, blogueuse, jeune ivoirienne qui vit à Londres en vacances. Voilà là. Vous mettez là en vacances en Côte d'Ivoire et qui est une amoureuse de Matin Bonheur. Bonjour Dani. Bonjour Thierry. Ça va bien? Très bien, merci et vous? Oui, ça va super bien. Welcome. Welcome, thank you. How do you feel today? I feel really well and I'm really glad to be here today. OK, great. Ben, c'est ça, hein? Il y a français, il y a BT, il y a guéré, il y a anglais. Alors, Dani, elle suit Matin Bonheur, elle regarde bien cette émission, elle nous disait à l'instant aussi, et puis on le sait à travers les messages qu'elle nous emmène tout le temps. Matin Bonheur, spécialement, qu'est-ce qu'elle aime dans Matin Bonheur? J'ai bien aimé les rubriques santé. Et il y avait un coach, un médecin sur le plateau. J'ai vraiment bien aimé ces rubriques où vous parlez de sujets qui peuvent aider beaucoup de personnes. Et aussi la rubrique petit-déj. Oh là là, elle aime bien manger comme nous. Et c'est ça, il faut commencer la journée avec, bien sûr, des forces. On en profite pour faire un petit coucou à cette belle communauté musulmane qui est en plein dans le carême. Et ça commence depuis 4 heures du matin. Donc, Dani Cristal, pour nous attarder un peu sur cette animatrice ivoirienne, elle est depuis 10 ans dans la communication. Auparavant, DRH dans un organe départemental londonien, qu'elle quitte pour La Passion. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Vous vous êtes renseigné, hein, Thierry Anjoal? Ben oui, on cherche quand même. Alors, chef Elvin va venir avec le plat.
Et rapidement, on va procéder à la dégustation sous le regard très insistant de Méliane, qui est avec nous. Merci de me tenir compagnie. Voilà. Alors, Dani, on peut aller? On peut aller, on peut déguster. C'est comme ça aussi, Matin Bonheur, hein, on se permet. Soumara Lafri, petit voyage dans le nord de la Côte d'Ivoire, même si on déguste le soumara partout dans notre pays. Premier goût, premier sentiment. Retour aux sources. Retour aux sources. Ça, c'est bien dit. Voilà. Retour aux sources, tout simplement. Ça peut aller. Juste après l'émission, on va se mettre bien. Voilà. Merci en tout cas à Dani Cristal qui est avec nous. Chef Elvin, rapidement, on va vous dire merci. Merci. Plaisir de vous avoir revu. C'est un plat qu'on conseille peut-être le matin, à midi, le soir aussi. Vu que nous sommes dans une période de jeûne, voilà, ce genre de plat est vraiment conseillé pour la rupture. D'abord avec le thé au gingembre qui facilite la transition. Et puis ensuite notre plat bio, qui est le soumara Lafri, avec les aubergines. Et le soumara qui est très bon pour la santé. Merci beaucoup. Pendant ce temps, elle termine son plat. Nous, on va vous dire au revoir. Merci en tout cas à Méliane et surtout à Dani Cristal qu'on a eu plaisir de retrouver, avec qui on a partagé même une scène en 2019. C'était le 6 décembre 2019 à Paris. Et elle était aussi présente pour les Primudes il y a plusieurs mois. Allez, merci à toute l'équipe de réalisation, à Jacques Brou, merci à tous les assistants, merci à Nadi, merci aussi à la chargée de production de cette émission, Claudia Nguessan. Merci à Hassan, voilà, qui me regarde avec insistance. Merci à tous les cadreurs, merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. On va se retrouver, bien sûr, pour un autre moment avec la belle Alix, à qui on fait un gros coucou. Que Dieu vous garde, excellent Djouma et surtout bon jeûne à toute cette belle communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Qu'Allah nous garde. Au revoir. Au revoir.